Je m'appelle Emma, je suis étudiante sage-femme et je suis passionnée depuis petite par la psychologie et j'aimerais vous expliquer certaines choses et certains mécanismes qu'on peut retrouver en psychologie. Je vous fais une petite aparté personnelle. Il faut savoir que dans ma vie, j'ai pu rencontrer énormément de personnes manipulatrices et assez mal intentionnées, que ça soit conscient ou non chez eux. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas forcément compte. Et j'aimerais aujourd'hui vous expliquer un peu leur psychologie et pourquoi certaines personnes sont plus visées ou non, et un peu décoder leur comportement. Je pense qu'on a tous déjà croisé des gens qui vous font énormément douter de vous-même, qui vous font douter de vos mémoires, qui vous font culpabiliser de vos réactions et qui inversent souvent les rôles pour se positionner en victime. Pendant longtemps, moi j'ai pensé que c'était juste des gens qui voulaient juste être méchants gratuitement. Et en fait, c'est pas vraiment ça. Dans les articles scientifiques, etc., on peut retrouver que leur cerveau, il a vraiment une manière différente de fonctionner de quelqu'un de normal. Alors, en psychologie clinique, pour comprendre les profils qui sont hautement manipulateurs, il y a des chercheurs qui s'appellent Paulus et Williams qui ont développé un concept qu'on appelle la triade noire. En gros, ça va regrouper 3 types de personnalités qui, mélangées, vont créer vraiment un manipulateur hors pair. En premier, c'est le narcissisme. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un comme ça dans notre entourage souvent. C'est caractérisé par un besoin d'être admiré et c'est souvent associé à un manque d'empathie totale, sauf envers eux-mêmes, bizarrement. En fait, il faut vous imaginer que ces gens-là, ils ne considèrent pas les gens en face d'eux comme des personnes à part entière, ils les considèrent comme des pions, que ça soit conscient ou non. Ils vont jouer à des jeux psychologiques et dans leur tête, vous serez juste attribué à un rôle précis, que ça soit par exemple dans le triangle du sauveur, du bourreau et de la victime de Karpman. C'est un peu ça, il va vous attribuer le rôle de victime, puis de bourreau, puis en fait de sauveur, et souvent, chez les personnes narcissiques, ils auront le rôle de victime parce que c'est plus intéressant pour eux. C'est facile en soi d'être la victime et d'accuser toujours les gens de nous victimiser ou de nous faire être la victime de l'histoire à chaque fois. En deuxième point, c'est le machiavélisme. Ça va être le fait d'être très calculateur, de vouloir duper les autres. Et en gros, c'est exploiter les gens autour de nous pour arriver à nos fins. Et en troisième plan, c'est la psychopathie subclinique. C'est caractérisé aussi par un manque de remords et de culpabilité, ce qui est lié du coup à un manque d'empathie. L'empathie, c'est vraiment se mettre à la place des gens et pouvoir ressentir les émotions des autres en se mettant à leur place. Vu qu'ils n'ont pas d'empathie, ils éprouveront aucune culpabilité à blesser les gens qui sont en face d'eux. En gros, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous trahir du jour au lendemain et très bien dormir le soir sans jamais se remettre en question. Parce que ça aussi, ça caractérise les gens narcissiques. C'est des gens qui ne sont pas en capacité de se remettre en question. Parce que comme je l'ai dit avant, ils vont toujours trouver un moyen de justifier leurs actes et de se positionner en victime. Au moins, c'est pas de leur faute. En gros, quand vous allez vers quelqu'un comme ça pour juste essayer de discuter et de mettre les choses à plat, on va dire, s'il y a eu une dispute ou quoi, ces gens-là, ils vont pas avoir cette discussion comme ça. En gros, pour eux, ça va plus être un rapport de force et ils vont compter les points à chaque fois. Et le but, pour eux, ce sera d'en avoir le plus possible. Chez eux, on appelle un peu tout ce que je viens de vous décrire, ça s'appelle le déni plausible et aussi l'inversion. Les manipulateurs, ils vont jamais vous attaquer de front. Ce sera jamais fait de manière évidente parce que c'est aussi fait pour garder une image d'eux-mêmes et pour que les gens ne voient pas forcément ce qu'ils font. Encore une fois, ça peut être conscient ou non. Ils vont par exemple utiliser des micro-agressions verbales ou des insinuations qui sont pas toujours très sympathiques. Ça va être par exemple des gens qui vont faire des pics sous couvert de l'humour, alors que tout le monde autour sait que c'est pas drôle. C'est un peu ça. Après vous avoir fait du coup des petits pics par exemple, forcément ça vous blesse parce que vous êtes normaux et vous avez de l'empathie. Et juste vous avez des émotions qu'on peut pas toujours ranger, on va dire. Eux, ce qu'ils attendent après avoir fait des choses pour vous piquer, c'est une réaction émotionnelle du coup. Et grâce à ça, ils peuvent utiliser leur deuxième arme qui est l'inversion, surtout de la culpabilité.
C'est des gens qui vont toujours vous dire que vous en faites trop, que vous surréagissez, que vous êtes parano et qu'ils ont surtout jamais dit ça. C'est pas ce que je voulais dire. Ce sera vraiment des gens qui vont utiliser ce genre de phrase. Ils vous ont blessé, vous avez réagi, mais ce sera vous qui serez en tort, pas eux. C'est pas parce que eux vous ont blessé, non. Tu réagis mal, donc ils se sentent blessés et attaqués. C'est ce qu'on appelle le gaslighting, que je pense que vous connaissez un peu mieux sous ce nom-là. C'est en gros pousser la victime dans l'histoire à douter. En fait, le but d'un manipulateur, c'est vous faire passer pour la personne folle ou agressive. Pour que lui, au moins, il ait le rôle de celui qui est calme et qui garde le contrôle face à votre réaction disproportionnée. Mais peu importe ce qu'ils vous ont fait avant. C'est une sorte d'hypocrisie, mais pour eux, c'est vraiment comme ça les relations qu'ils les perçoivent et il n'y a pas vraiment d'autre but que avoir ce rôle-là de victime à chaque fois. Pour vous protéger, parce qu'évidemment, après vous avoir expliqué comment ça fonctionne, je pense que le plus sympa, c'est de vous donner les clés pour se défaire des gens comme ça. C'est le no contact. Parfois, il faut un peu lutter contre l'ego, de vouloir avoir raison, de prouver votre innocence, etc. Arrêtez le contact. Il faut fuir. Quand on parle avec la science et la thérapie comportementale, les deux sont unanimes, c'est vraiment on ne peut pas changer un manipulateur. On peut attendre des excuses ou une prise de conscience, mais ça serait perdre son temps. Leur cerveau, il est câblé en fait pour toujours retourner la situation et rejeter la faute sur les gens pour en gros protéger leur ego. Les gens narcissiques, c'est des gens qui ont une estime d'eux très très faible. Et c'est pour ça en fait qu'ils rabaissent un peu les gens autour d'eux, c'est pour se sentir mieux. Même si, je vous l'accorde, c'est totalement bête. Donc voilà, la seule réponse efficace à des comportements manipulateurs, c'est le silence radio. On appelle ça aussi la technique de la roche grise. C'est devenir la personne la plus ennuyeuse du monde. Pas de réaction, pas de communication. On coupe. Parce que si vous leur donnez plus de réaction, ils n'ont plus de moyens de se victimiser. En fait, il faut vous dire, comme je vous ai dit, ils vous voient comme des pions. Et une fois que le pion fait plus ce qu'on lui demande et que vous n'agissez plus dans le rôle qu'ils vous ont donné, donc souvent c'est le bourreau ou le sauveur, mais quand vous arrêtez de le sauveur, vous devenez le bourreau, évidemment, parce qu'il faut vous caser quelque part. En fait, il faut vous dire que quand vous ne réagissez plus, ils n'ont plus matière à rester, en fait. C'est que si vous n'êtes plus dans le rôle qu'ils vous ont donné, déjà de 1, ils paniquent, parce que vous êtes dans quelle case du coup, si vous n'êtes dans aucune des deux. Et c'est là où ils perdent en fait leur emprise. Et dès qu'ils n'ont plus rien, plus de matière, plus rien à exagérer, à toujours inverser, en fait ils lâchent l'affaire. Je vous fais juste un petit point sur les personnes narcissiques parce que c'est vraiment quelque chose qui est très profondément lié du coup aux gens qui sont manipulateurs, comme je vous l'ai expliqué. Dans l'imaginaire collectif, c'est souvent quelqu'un qui est juste très fier, qui se met beaucoup en avant et qui se regarde beaucoup dans le miroir. Mais dans la psychiatrie, c'est vraiment un trouble du comportement, être narcissique. C'est le TNP, c'est le trouble de la personnalité narcissique. Et ce qu'on sait pas souvent, c'est qu'il y a 3 types différents de narcissisme. On a le narcissisme grandiose, le narcissisme caché ou vulnérable et le narcissisme malin. En gros. Pour le premier, le grandiose, c'est un peu plus celui auquel on pense c'est quelqu'un, et il est plus facile à repérer, qui est arrogant, extraverti. En gros, il crie qu'il est un peu le meilleur. C'est vraiment le besoin d'admiration. Voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment écraser les gens autour de lui pour ressortir et se mettre en avant. Mais ils ont quand même une faille, ceux-là, c'est qu'ils peuvent afficher une confiance en eux immense. Mais en fait, c'est que du superficiel. C'est pas du tout la réalité. Et c'est pour ça que quand on les critique, ils se mettent vraiment en colère. Parce qu'en fait, ils ont déjà très peu d'estime d'eux. Alors, touché au peu qu'ils ont, ils vont vraiment énormément réagir. Pour du coup le deuxième, ce sera le narcissique vulnérable ou caché, c'est un peu le plus vicieux. Et c'est le plus dangereux, c'est celui qui est masqué. C'est celui où vous auriez vraiment du mal, en le voyant juste dans la rue ou en public, à vous dire qu'il est narcissique. C'est le contraire du grandiose, c'est celui qui va se positionner en victime tout le temps. C'est quelqu'un qui a l'air timide, hypersensible, voire très introverti. Mais dans sa tête, en fait, il est une victime incomprise.
Je vous l'ai dit, ça peut être inconscient ou non. Et ce type-là, il est quand même plus inconscient. En gros, il va dire qu'il lui arrive toujours des choses. Il va exagérer. C'est qu'en gros, il vit dans un monde où tout le monde est contre lui et c'est injuste. Donc son arme à lui, ça va vraiment être la victimisation. Il va utiliser de la souffrance qui est vraie ou inventée, mais là ça part un peu plus dans la mythomanie, pour attirer l'attention et manipuler son entourage et surtout, comme on l'a dit, faire culpabiliser. En gros, c'est des gens pour qui il leur arrivera toujours quelque chose. Toujours quelque chose de fou en plus. Et en fait, au début, tu vas évidemment avec les gens très empathiques parce qu'il faut savoir que les narcissiques, peu importe le type, ils vont s'attaquer à des gens très empathiques parce que c'est un peu les victimes faciles. C'est un peu l'opposé d'eux, eux qui n'ont pas d'empathie, c'est même quelque chose qu'ils envient en fait, l'empathie. Donc quelqu'un d'hypersensible, c'est le Graal en gros. En gros, c'est quelqu'un qui va toujours avoir des choses mais folles et au début vous allez toujours vous en occuper parce que ça vous fait de la peine. Et c'est totalement compréhensible. Mais du coup vous vous placez en tant que sauveur. Donc dans le triangle, vous êtes le sauveur. C'est la victime et il y a forcément un bourreau. À chaque fois que vous verrez dans les histoires qu'ils vous racontent, il y aura toujours une personne qui leur veut du mal ou qui s'est mal comportée avec eux et oh là là, faut la défendre. Par contre, le jour où vous arrêtez, vous n'êtes plus le sauveur, vous passez au bourreau. Et c'est là où ça devient dangereux parce que c'est là où le narcissique révèle son vrai visage. C'est que vous rentrez plus dans le rôle qu'on vous a attribué. Alors, il va vous faire rentrer dans la seule case qu'il connaît d'autres, c'est le bourreau. Et donc là, vous devenez le gros monstre, la personne horrible qui n'a pas d'empathie. Limite, c'est vous le manipulateur, parce qu'ils savent que sinon ils perdent la face aux gens. Et le dernier type du coup que je vous ai dit, c'est le narcissique malin, et c'est le pire. Alors c'est celui que je connais le moins, je vais vous expliquer ce que j'ai trouvé. En gros, c'est un mélange entre du narcissisme, du machiavélisme et du sadisme. C'est vraiment très sombre. Alors, leur profil, c'est pas qu'ils veulent être admirés, enfin oui, mais pas que. C'est qu'ils vont vraiment prendre du plaisir à détruire les gens. C'est quelqu'un de paranoïaque, cruel, et qui va utiliser la manipulation plus consciemment et vraiment de manière très stratégique. Leur but, ça va être vraiment d'isoler et briser les personnes qu'ils ont choisies. Ils n'ont aucune conscience morale. Maintenant, on passe au type et stade de la manipulation. Il y en a 4. On va avoir le stade sympathique. C'est quand il est vraiment souriant, il vous fait des cadeaux. C'est vraiment genre la personne parfaite. C'est quelqu'un qui va très vite s'accrocher à vous et c'est même un peu chelou. C'est en mode au bout de 3 jours, vous êtes sa meilleure amie. Vous voyez, c'est pas logique. En gros, c'est vraiment un piège, c'est quelqu'un qui va s'infiltrer dans votre vie et qui va repérer des failles pour les utiliser plus tard. Donc au début, vous allez vous confier, vous allez... forcément, tout le monde a des failles, vous savez, des sujets qui vous touchent plus que d'autres. C'est quelque chose qu'il va réutiliser en fait. Pour l'instant, il prend juste la petite liste de tout ce qui pourrait vous faire du mal. Le 2, stade dictateur. Et là, il manipule par la peur. C'est des critiques ouvertes ou carrément des menaces. Et en gros, c'est qu'il commence à vous pousser à bout pour que vous soyez vraiment à l'épuisement. Après, le 3, c'est l'altruiste. C'est quelqu'un qui va tout faire pour vous, même si vous ne l'avez pas demandé. Comme ça, vous lui êtes un peu redevable à vie. Et qu'après, quand il vous demandera quelque chose, il vous ressortira si jamais vous dites non. Mais après tout ce que j'ai fait pour toi, tu peux pas faire ça. Même si c'est pas quelque chose que vous avez demandé, ce qui est du coup illogique. Et le 4, c'est l'ironique. Et là, c'est les piques. C'est quelqu'un qui va vraiment commencer à vous lancer des piques. Tout le temps. Derrière des critiques ou des moqueries. Mais c'est toujours sous le couvert de l'humour, comme je vous ai dit avant. C'est vraiment... Quand vous achetez une robe et que vous l'essayez et vous la montrez à la personne. Et qu'elle vous répond « Ah ouais, elle est magnifique, hein. Par contre, elle tirait bien avec 5 kilos en moins. » C'est ça, c'est pas drôle. C'est pas un compliment non plus. C'est juste méchant. Mais c'est sous le couvert de l'humour un peu, ou d'un compliment, donc ça passe mieux. Et si jamais vous vous énervez, parce que au bout d'un moment ça touche, et que c'est normal d'avoir une réaction, eux ça sera « Oh là là, mais t'as pas d'humour ?» Ça je pense que beaucoup de gens l'ont entendu. Ah si j'en ai, mais c'est juste pas drôle en fait, c'est juste méchant ce qu'ils vous disent. Et vous avez totalement le droit, je vous le dis, de réagir. Si c'est eux qui vous font culpabiliser de votre réaction,
alors qu'ils vous ont blessé et que c'est même quelque chose peut-être que vous lui avez dit et qui fait que se répéter, je suis désolée, mais vous avez un manipulateur face à vous. Donc là, c'était les 4 grands types de manipulateurs. On passe aux phases de manipulation et comment il va s'y prendre pour vous manipuler. Et il y a aussi 4 stades. C'est un peu des stades pour verrouiller leur cible et se dire ok, j'ai vraiment repéré un bon poisson, je m'y accroche. Là, le premier stade, quand quelqu'un veut vous manipuler, c'est l'évaluation. En gros, le repérage. Le manipulateur, au début, il va un peu vous étudier. Comme je vous ai dit, il va prendre un peu la liste de ce qui fait mal. Il va chercher vos forces, mais surtout vos faiblesses. Donc par exemple, le besoin d'approbation, des blessures passées, une gentillesse, une capacité à mettre des limites qui est peut-être pas assez développée. Après avoir fait ça et qu'il vous a un peu choisi, on passe à la deuxième étape et c'est le love bombing. Ça c'est très connu chez les pervers narcissiques. C'est un peu la séduction. C'est quelqu'un qui va vous bombarder de compliments, faire vous accrocher à eux. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui n'a jamais reçu de compliments et qui vraiment en manque un peu d'amour et d'approbation des gens, la personne elle va tout le temps lui faire des compliments, lui dire oh là là qu'est-ce que t'es jolie aujourd'hui, tout le temps. Ce qui peut passer pour quelqu'un de très gentil en fait au début. Mais il faut savoir remarquer le dosage. Quelqu'un qui vous trouve vraiment jolie et qui dit mais non mais il faut prendre confiance en toi, t'es vraiment magnifique, ok ça c'est normal. Mais si c'est tous les jours pendant une période donnée, un peu chelou. Et c'est souvent au début de la relation. En gros, c'est quelqu'un qui va vraiment vous dire que vous êtes son âme sœur, vous avez tellement de points en commun. Le but, là, ça va être de créer vraiment une dépendance affective. Le troisième stade, ça va être la dévalorisation subtile. C'est une fois que vous êtes attachés, ils vont vous s'en servir, ils vont faire un coup du chaud, un coup du froid. Parce qu'au moins, ça va créer de l'instabilité au sein de la relation. Donc c'est ce qu'on a vu avant. Ça va commencer par des petites piques, sous couvert de l'humour, du gaslighting, pour vous faire douter de vous et vous isoler aussi petit à petit de tes proches en vous faisant croire qu'ils vous veulent du mal par exemple. Et en gros c'est fait pour que vous perdiez vos repères et renforcer la dépendance affective. Il faut que ça soit que eux, le seul repère. Au moins, leur manipulation, il n'y a personne qui peut vous ouvrir les yeux. Et le dernier stade, c'est l'exploitation ou le rejet. Quand vous êtes totalement vidé de votre énergie et sous contrôle, ils vont vous exploiter. Alors ça peut être financièrement, psychologiquement, il y a un peu plein de choses. Mais en tout cas, tout ce qu'ils peuvent prendre, ils le feront. Et c'est à partir du moment où soit vous commencez à vous rebeller un peu, plus d'intérêt en fait, vous n'avez plus rien à leur donner. En gros, ils peuvent vous jeter du jour au lendemain sans remords. Et évidemment, tout en vous faisant passer pour le coupable, la personne horrible, et vous serez en gros le responsable de tout ça. Là, on reste quand même dans des choses assez sympas, parce que si le manipulateur, une fois qu'il voit que ça marche plus ou qu'il n'y a plus rien à en tirer, il vous jette, je peux vous assurer, tant mieux pour vous. Parce qu'il y a des gens qui se vengent. Et ça, c'est vraiment le moment le plus critique et dangereux psychologiquement chez les personnes comme ça. Comme je vous l'ai dit, à partir du moment où vous devenez la pierre grise comme tout à l'heure, vous devenez vraiment inintéressant, silence radio, vous réagissez même plus à leur pique, à plus rien. Ils perdent le contrôle et ça les fait paniquer. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi certains s'acharnent en fait et se vengent une fois que vous vous êtes détaché. On a la rage narcissique qui est expliquée par, je vais très mal le prononcer, Heinz Kohut, je ne sais pas. C'est le concept clé qui a été développé par ce psychanalyste. Alors, ça va être chez le narcissique vulnérable surtout, ou grandiose, qui a une estime d'eux immense, mais en fait elle est très fragile au fond. Leur survie psychologique, elle va dépendre du regard des gens et du semblant contrôle qu'il a sur eux. Pourquoi ils se vengent? En fait, c'est quoi leur but derrière ça? Quand on leur échappe ou qu'on explose, parce qu'il y en a qui n'arrivent plus à gérer et qui finalement explosent, on brise leur illusion de puissance qu'ils avaient dans leur tête, qui pouvaient nous contrôler, qu'on était juste des pantins. Pour leur cerveau, c'est pas une dispute, c'est une humiliation totale. Pour eux, c'est vraiment énorme l'impact. C'est vraiment une blessure insupportable, c'est la blessure du narcissique. Et la rage, c'est pas une colère normale, c'est un besoin viscéral de détruire la personne. Et du coup, ils vont se venger pour réparer leur ego brisé. Ils ont un besoin de réécrire l'histoire.
string pack made out with Coach Carr. Ça s'appelle la dissonance cognitive. Ils sont incapables de ressentir de la culpabilité, comme je vous ai dit, ou de se dire en fait j'ai fait de la merde à un moment donné. Leur cerveau il peut pas en fait, il refuse cette réalité. Ils doivent absolument rester gentils aux yeux des gens. Si vous partez et vous réussissez votre vie sans eux, par exemple si vous déménagez ou que vous faites vos études, que juste vous montrez que en fait vous pouvez vivre sans eux, et même peut-être mieux en fait. La simple réussite de votre vie, c'est la preuve vivante que c'était eux le souci. Donc ils vont chercher à vous détruire, calomnier, donc raconter des choses fausses sur vous. En fait, dites-vous qu'à partir du moment où ils ne peuvent plus vous contrôler, ils vont essayer de contrôler la perception que les gens ont de vous. Votre image en fait. Ils vont vous faire passer pour quelqu'un d'horrible, manipulateur. Et c'est là en fait où, comme je vous ai dit, ils inversent les rôles. Ils vont carrément peut-être s'attaquer à vous juridiquement, scolairement parlant, pour pouvoir dire aux autres « Regardez, c'est moi la victime. Regardez à quel point il est méchant. Et j'avais raison depuis le début. » C'est un peu ça. Et la dernière phase, c'est la trame d'extinction. C'est vraiment de la psychologie comportementale. En gros, c'est l'extinction, c'est ce qu'on dit en thérapie comportementale quand on retire ce qui nourrissait leur comportement. Donc leur comportement narcissique. Ce qui nourrissait ça, c'était vos réactions. Le parallèle par exemple, pensez à un enfant qui met une pièce dans un distributeur de bonbons, qui en fait, ça donne. La première fois, il va juste taper gentiment dessus pour que ça tombe. Si rien ne sort, il s'arrête pas tout de suite. Il réessaye, il tape même beaucoup plus fort. Encore une fois, et un grand coup. Et en fait, il n'y a rien qui sort. Donc finalement, ils abandonnent. C'est un peu ça leur comportement. Et donc la vengeance, pourquoi, encore une fois, c'est la même chose que cette métaphore. Quand on coupe l'emprise, le manipulateur il va paniquer et il va tenter tout. Harcèlement, menaces, plaintes, coups bas. Tout ce que vous pouvez imaginer, ils vont le faire. C'est le pic de crise, en gros. C'est vraiment le moment où ils ont la rage. Et ils vont taper là où ça fait mal. Vous savez la liste qu'ils ont fait au début ? Ils vont utiliser chaque point. Parce que vous vous êtes confiés, parce que vous pensiez que c'était des amis ou amoureux, ça dépend, ou famille, ou peu importe. Mais c'est qu'ils vont se servir de vos failles, taper là où ça fait mal, pour se venger. En fait, le but, c'est même pas forcément vous faire du mal, c'est vous faire réagir pour que leur emprise reprenne. Ils vont évidemment vous faire culpabiliser, pour en gros vous forcer à revenir dans le conflit. Pour eux, dites-vous que peu importe la source d'attention, qu'elle soit positive ou négative, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est de l'attention. Peu importe. Pour eux, la peur, la colère, ça vaut beaucoup plus que rien du tout, que l'indifférence. C'est pour ça qu'il faut devenir muet, une pierre, rien du tout. Ça va 100 fois plus les énerver, oui. Mais c'est ce qui va les faire abandonner. S'il n'y a pas de réaction quand on tape, on arrête de taper. On change de victime, on trouve un autre distributeur. Donc en conclusion, je sais que ça peut énormément vous faire souffrir et le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est d'aller consulter, de vous faire aider. C'est pas du tout une honte d'aller voir quelqu'un quand on en a besoin, c'est normal. On n'a pas toujours à être fort tout seul, on peut aussi se faire aider et c'est pas un manque de force, de faiblesse. Pas du tout, c'est juste la vie. Parfois on a besoin d'aide et il faut pas en avoir honte. Tous ces mécanismes-là, ce qui révèle chez ces personnes-là, c'est que c'est un aveu de faiblesse. Dites-vous que c'est eux qui perdent. Même si c'est quelqu'un pour qui vous avez eu énormément d'affection, vous êtes juste réellement la victime de tout un jeu psychologique dont vous n'aviez peut-être pas les clés pour vous en sortir à l'époque. Maintenant, j'espère que vous les avez. Je sais que c'est pas parce qu'on comprend pourquoi les gens agissent comme ça qu'il faut l'accepter. C'est juste des gens qui n'ont aucune estime d'eux-mêmes et qui vont se servir des gens pour essayer de construire quelque chose qui en réalité ne vaut rien. Il faut surtout pas culpabiliser envers vous-même. Ça peut arriver à tout le monde de tomber sur des gens comme ça et en fait c'est même une preuve que vous avez une empathie énorme. Je vous le dis en tant que personne hypersensible, c'est pas parce qu'on se fait attaquer et qu'on tombe sur des mauvaises personnes qu'on peut pas se relever. Voilà, dites-moi en commentaire si jamais vous avez eu des expériences comme ça, j'espère que ça s'est bien fini pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je ferai plein de vidéos dans ce genre-là pour vous expliquer et vous donner des conseils par rapport à la psychologie. Et j'espère surtout que ça ira pour vous.